Vous avez dirigé le raid pendant les heures les plus sombres de notre histoire récente, les attentats de 2015, l'hypercachère. Après 40 années passées au service de la sécurité intérieure, vous êtes devenu député, puis auteur. Dans votre nouveau livre « Ni capitulation, ni résignation », vous livrez une réflexion forte sur la France d'aujourd'hui. Jean-Michel Fauvergue, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Vous êtes entré dans la police à la fin des années 70. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie ? Moi, je voulais depuis très longtemps être policier. C'est une vocation. Tout petit, je voulais être policier et pas n'importe quel policier. Je voulais être commissaire de police. Je voulais rentrer dans la police pour faire des enquêtes, mais aussi pour manager, pour diriger, pour commander, pour organiser des opérations. C'était mon but. Voilà. À vos débuts, la police française était très différente de celle d'aujourd'hui. Si vous comparez les époques, qu'est-ce qui a le plus changé selon vous ? Elle s'est beaucoup professionnalisée et la police vit avec son temps. D'abord, elle vit avec son temps parce que les recrutements que l'on fait dans la police sont largement féminisés. Les policiers, on le sait pas assez ça, mais la police est un creuset d'intégration. Les policiers qui sont dans la police nationale viennent de tous bords, de toutes origines, de tous endroits. Et ça, c'est déjà une première évolution. Et la deuxième évolution, c'est qu'elle vit avec son temps en termes de technologie, de système d'enquête, de moyens d'intervention, voilà. Donc, et malheureusement, elle doit aussi réagir avec une criminalité de son temps qui devient de plus en plus violente. La violence existait avant, mais là, elle est quasiment généralisée, quoi. Vous avez utilisé le terme professionnalisé. Est-ce que il n'y a pas aujourd'hui un manque d'humanisme à travers la police ? Le manque d'humanisme, il est à travers la société. Et la police est le reflet de la société. Alors, je dirais même que la police est le reflet d'une société déshumanisée, et donc elle peut paraître à certains égards largement déshumanisée, mais en fait, elle est plus humaine que l'ensemble des autres organisations. Pourquoi elle est plus humaine ? Parce qu'elle est faite d'hommes et de femmes qui, du matin au soir, doivent se confronter aux problèmes des autres et à la violence des autres, et à tout ce que la société a de noir en elle. En fait, en réalité, les policiers, comme les gendarmes aussi, et les policiers municipaux maintenant, les policiers sont les éboueurs de la société. Et ce mot est fort parce que c'est la réalité des choses. Quand vous allez sur des drames familiaux, et ça c'est du vécu, où le père vient de massacrer son nouveau-né et sa femme, quand vous allez sur des bagarres incessantes, quand vous allez sur des manifestations qui dégénèrent, quand vous intervenez, en fait vous êtes soumis à ça. Et le policier, le gendarme, je pense qu'il faut être bienveillant avec lui parce que il va là où personne d'autre ne va. Et il n'y a aucun autre métier qui est soumis à autant de stress, à autant d'horreur à voir, à autant de sollicitations de la part de la population. Donc, le métier de policier demande de la part des autres et du visuel de la société beaucoup de bienveillance, ce qui n'est pas toujours acquis. Vous avez ensuite travaillé à la police judiciaire en Seine-Saint-Denis. Face à la criminalité urbaine, comment ces années de terrain vous ont-elles formé ? J'ai fait beaucoup de ma carrière de policier qui s'étale sur 40 ans. Dans les 4 dernières années sont à la tête du raid, mais elle s'étale sur 40 ans, dont 35 ans de commissaire de police. Le commissaire de police, c'est le manager, le chef, on appelle ça le patron d'ailleurs dans la police nationale. Les gens appellent patron. Quand ils commencent à vous dire monsieur le commissaire, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Le commissaire de police, le patron, est là pour non seulement pour être sur le terrain, et j'insiste là-dessus parce que quelquefois ça s'est perdu un peu de vue, pour aller sur le terrain, commander les hommes sur le terrain sur les grosses opérations, les hommes et les femmes d'ailleurs. Mais il est aussi là pour conceptualiser un service de sécurité au service des citoyens. Quel que soit l'endroit où il est positionné, le commissaire de police doit penser, avoir une vision sur la sécurité de ses concitoyens. Moi, j'ai été chef de la police en Nouvelle. Alors, j'ai été
chef adjoint de la police en Nouvelle-Calédonie, j'étais chef de la police en Guyane, et on me demandait d'avoir un plan pour la criminalité spécifique guyanaise, et pour que les gens soient plus en sécurité. Quand j'étais chef du RAID, j'étais au service du citoyen qui devenait otage d'un forcené, d'un preneur d'otage, d'un terroriste, et il fallait donc avoir une vision là-dessus pour essayer de délivrer les otages, ramener plus de sécurité et rassurer. Sur la police judiciaire en Seine-Saint-Denis, là où j'ai commencé en police judiciaire, j'étais en particulier le directeur d'un service, patron d'un service de stupéfiants. C'est très formateur. La Seine-Saint-Denis est un département qui est particulièrement criminogène et particulièrement formateur, et surtout quand vous travaillez sur la matière des stupéfiants, qui est une matière infinie, qui est un puits sans fond. Déjà à l'époque c'était un puits sans fond, et depuis on n'a pas beaucoup réussi dans cette mission-là, et c'est plutôt la problématique s'est plutôt accélérée, et ça devient un vrai gros problème. Dont je parle d'ailleurs dans mon livre Ni capitulation, ni résignation. Vous l'avez dit, vous avez travaillé en Outre-mer, à l'étranger, en Guyane, à Bamako, à Libreville. Qu'avez-vous appris de ces expériences loin de la métropole? En travaillant en Outre-mer, d'abord, j'ai rencontré des Français d'Outre-mer particulièrement motivés. Moi, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, en Guyane, j'étais très heureux. Et en Guyane, j'étais le chef du commissariat, donc j'avais ces fonctions qui m'ont rendu heureux parce que j'avais avec moi des policiers français, locaux, guyanais, venant de la Guyane, et qui étaient très motivés par leur travail, et ça m'a rendu heureux parce qu'on a fait des plans de lutte contre la criminalité qui ont pas mal fonctionné, et j'avais toujours des gens derrière moi. Et quand vous êtes dans des services de ce type-là, de sécurité publique, c'est-à-dire les commissariats par exemple, ou d'autres services qui sont moins connus, vous devez vous débrouiller avec des bouts de ficelle, avec ce que vous avez comme effectif, ce qui fait que si vous avez un événement important, vous envoyez une patrouille. Si vous n'avez pas assez de patrouilles, eh bien vous, en tant que chef du commissaire divisionnaire, vous récupérez les gens qui sont dans les bureaux, et vous allez sur le terrain avec eux, et s'il y a des interpellations, des actions à faire, vous faites les actions avec eux, vous faites le coup de feu avec eux quand vous êtes dans une situation délicate, et ça soude les hommes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Au RAID, c'est différent, on en parlera tout à l'heure sans doute. Ça m'a appris beaucoup, ça m'a appris la solidarité, ça m'a appris à travailler avec les équipes, et ça m'a appris surtout une chose importante, c'est que on ne travaille qu'avec de l'humain. Les gens qu'on a avec nous, les hommes et les femmes qu'on a avec nous, sont des humains. Les policiers, ils sont tous humains avec leurs problématiques, les mêmes problématiques que monsieur et madame tout le monde, les problématiques de cœur, de travail, de scolarisation des enfants, de problèmes avec les enfants, etc. On a tous ces problèmes-là, et il faut véritablement, quand vous êtes chef, intégrer cette problématique-là. Et puis vous travaillez aussi avec de l'humain, les gens qui sont en face de vous, les citoyens qui vous réclament de la sécurité, quelquefois sont à bout de tout, et il faut les rassurer là-dessus. Et là, l'humain est très important. Et puis l'humain se travaille aussi avec vos chefs et avec ceux qui vous donneurs d'ordre, le préfet d'un côté, votre direction centrale, etc. Et l'humain demande aussi beaucoup d'intelligence, beaucoup de stratégie pour arriver à vos fins, en particulier quand vous avez des chefs qui quelquefois sont un peu tendus sous la pression. Il faut savoir les rassurer et leur dire un certain nombre de choses pour les coucouner, pour pouvoir ensuite mettre en place sur le terrain les stratégies que vous voulez défendre. On peut imaginer que c'est une culture totalement différente. Que c'est une culture totalement différente. De quoi? Sous certains aspects, la culture des personnes d'outre-mer. Ah oui, l'outre-mer, c'est une. Alors c'est une culture qui est évidemment différente parce qu'il y a des spécificités particulières. Et d'ailleurs, l'outre-mer, c'est pas une généralité. Chaque département, chaque territoire, chaque endroit d'outre-mer a des spécificités
particulières. Il faut donc les intégrer assez rapidement. Mais on est aussi sur des fonctionnements généraux qui sont, quand je vous parle de l'humain ça existe partout, il faut le développer partout. L'outre-mer, les gens d'outre-mer, il faut les traiter avec respect, avec véritablement une envie de travailler avec eux, et il faut surtout essayer de les comprendre. En 1994, vous prenez la tête du GIPN, les unités d'intervention. Comment devient-on chef dans ces milieux d'élite? Alors oui, c'est ma première rencontre avec l'intervention. J'ai été chef des groupes d'intervention de la police nationale. Il existe le GIGN qui est à la gendarmerie, mais les GIPN, c'était les groupes d'intervention de la police nationale qui ont été créés en 72 après l'attentat terroriste de Munich. Tout le monde en mémoire, c'est ces athlètes israéliens qui ont été pris en otage à Munich, et ça s'est mal terminé. Et face à cette problématique-là, tous les pays, en particulier européens, ont créé des unités d'intervention. Alors les GIPN font partie de ces premières équipes d'intervention, et ils étaient disséminés partout en France sur 14 villes au départ. Après ça s'est un peu réduit, et c'est des équipes spécialisées dont le but était d'intervenir sur des forcenés, des preneurs d'otages, des situations un peu à risque. Et moi, quand je reprends le commandement de ces GIPN, le commandement général de l'ensemble des GIPN, c'était en 94. Eh bien, leur état était, ils étaient dans un sale état parce que il n'y avait pas eu de crédit, parce qu'ils étaient mal équipés, parce que il y avait des problèmes de recrutement, parce qu'on n'y prenait pas attention, etc. Et donc la première chose à faire, ça a été, j'ai fait une étude assez rapide sur l'état de ces GIPN là. Et avec une cellule que j'ai constituée, un commandant de police, on a travaillé sur leur restauration, on a acheté du matériel, on a trouvé trouver des budgets, c'est toujours difficile, mais on a réussi à trouver des budgets, et on en a fait des groupes qui véritablement, et on a revu les sélections aussi, on a augmenté le niveau en termes de sélection, et on en a fait des équipes qui véritablement étaient des équipes d'intervention de proximité, très très compétitive. Et ces GIPN-là, quand je suis arrivé au RAID en 2013, mais on en reparlera sans doute, je les ai intégrés. Alors j'ai mis du temps puisque c'était pas facile non plus, mais je les ai intégrés au RAID, et on en a fait avec l'équipe qui était avec moi des antennes du RAID. Et donc les GIPN ont basculé sur le RAID et ils sont devenus des antennes du RAID, qui fait que aujourd'hui le RAID est une unité d'intervention très véloce, qui est implantée un peu partout sur le territoire national. Elle a une implantation à Bièvre, une grosse implantation traditionnelle à Bièvre, plus tous ces GIPN qui ont été transformés en antennes RAID à Lille, Lyon, Marseille, etc. Plus la création d'autres GIPN, et plus le fait aussi que le mouvement ne s'est pas arrêté avec moi, et mon successeur a continué à travailler sur ces GIPN et à transformer les GIPN d'outre-mer en antennes RAID aussi, à en créer d'autres, qui fait qu'aujourd'hui, le RAID est une unité à peu près de 600 policiers d'intervention un peu partout répartis sur le territoire national, avec 16 points d'implantation avec l'outre-mer, et qui fait du RAID une unité particulièrement véloce sur les interventions et efficace. On dit souvent que diriger, c'est décider seul. Est-ce vrai au RAID? Oui, ouais, c'est vrai partout, en fait, en réalité. Je vais vous dire, moi je suis conférencier en entreprise aujourd'hui, j'essaye d'apporter quelque chose aux entreprises, qui m'apporte d'ailleurs beaucoup. Les chefs d'entreprise sont des gens extraordinaires, ce sont des gens qui créent la richesse de ce pays, donc il faut les respecter en tant que tels. Et quand je développe l'aspect management, commandement, avec mes interlocuteurs qui ont monté des entreprises, je leur parle d'un management en 3 temps.
Le premier temps, c'est ce qu'on appelle le management de cœur, parce qu'on prépare ce qui va se passer, on prépare la crise, et on prépare la crise en parlant au cœur des hommes et des femmes qu'on a sous notre autorité. On leur dit, voilà, notre menace évolue, j'ai défini une nouvelle stratégie pour la nouvelle menace qui évolue, et on va appliquer cette stratégie-là, mais vous allez me l'enrichir avec votre expertise. On demande à nos collaborateurs, on appelle au RAID ça des opérateurs, vous allez me l'enrichir avec votre expertise. Parce que c'est nécessaire de mêler à la fois la stratégie qui vient toujours d'en haut et l'expertise pour pouvoir mener à bien la mission. Et la mission du RAID, c'est en 1, sauver les otages, sauver des vies. En 2, c'est de sauver des vies. En 3, c'est de sauver des vies. Et en 4, pour le patron du RAID, c'est d'essayer de ramener tout le monde à la maison. Mais ça vient après. Ça vient après. Parce que si on place d'abord la protection de nos hommes et de nos femmes d'abord, eh bien on va pas sauver des vies. Et si on sauve pas des vies, eh bien le RAID ne sert à rien. Donc voilà la première étape du management. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape du management, c'est ce qu'on appelle le commandement de guerre. On appelle ça au RAID le commandement de guerre. Donc management de cœur, commandement de guerre. Cette deuxième étape, elle est simple. Elle veut dire une chose très simple. Clémenceau le disait. Il était aux manettes du pays pendant la guerre de 14-18. Clémenceau disait, en temps de crise, et il s'y connaissait, pour prendre une décision, il faut être un nombre impair et pas plus de 2. Ce qui veut dire que, en fait, en réalité, quand vous êtes face à l'hypercachère de la porte de Vincennes et quand vous commandez l'ensemble du dispositif, ce qui a été mon cas, vous êtes seul sur la décision. Vous êtes toujours seul sur vos décisions. Mais vous êtes seul parce que vous soyez chef du RAID, patron d'une entreprise, patron d'une administration, etc., homme politique aussi, il oublie un peu trop, votre rôle, vous avez été créé pour prendre des décisions. Et la plus mauvaise des décisions, c'est de ne pas prendre des décisions. C'est un peu ce que je développais dans mon livre. Ni résignation, ni capitulation, ni résignation, ça veut dire qu'à un certain moment, il faut oser le courage, et le courage de prendre des décisions. Et bien souvent, on procrastine un peu trop, dans le monde politique en particulier, et vous êtes seul dans votre décision. C'est pour ça que ça fait mal, c'est pour ça que certains ne prennent pas de décision. On a une parole qui est terrible d'un homme politique qui s'appelait Kay, Monsieur Kay, qui était président du Conseil sous la 4e République, qui disait grosso modo, alors je cite pas dans le texte, mais il disait il n'y a pas de problème insurmontable qui ne mérite pas une absence de réponse. Quand on pense à ça, et c'est quelqu'un qui avait en main les destinées de pouvoir politique. Il était l'équivalent d'un Premier ministre à l'époque, président du Conseil. Quand on pense à ça, c'est une aberration de dire ça. C'est une aberration. Un homme politique est fait pour décider, comme un chef du RAID est fait pour décider, comme un chef d'entreprise est fait pour décider, comme un chef d'administration est fait pour décider. Donc, la décision, vous êtes seul. Oui, vous êtes toujours seul. Puis le troisième temps du management, c'est le retour sur expérience. Mais ça, c'est quelque chose qui va ensuite enrichir la pensée et faire en sorte que votre management sera beaucoup plus efficace après. En fait, on est dans un cercle vertueux. Et le retour sur expérience, le débriefing, c'est quelque chose d'important à apporter aux entreprises. Certaines entreprises le font, d'autres ne le font pas. Mais le débriefing, on peut le faire dans notre vie de tous les jours aussi. Savoir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Janvier 2015, les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère, vous êtes à la tête du RAID. Pouvez-vous nous raconter ce moment précis où vous arrivez sur les lieux de la prise d'otages ? Oui, l'hypercachère de la porte de Vincennes, ce moment-là, c'est le 9 janvier 2015. La séquence mortifère, elle avait commencé le 7 janvier 2015 par l'assassinat des journalistes de Charlie Hebdo, des journalistes, l'assassinat d'un technicien de maintenance, il faut jamais l'oublier, et l'assassinat d'un policier qui était là pour protéger
les gens de Charlie Hebdo. Elle avait continué sur l'assassinat d'un deuxième policier qui s'était opposé à Mirabé. Le premier policier, c'est Franck Orsolaro. Le deuxième, c'est Mirabé, Ahmed Mirabé, qui s'était opposé donc aux deux terroristes qui avaient procédé à cet assassinat et qui a été sauvagement abattu, achevé sur la voie publique. Donc ça a commencé comme ça, et par la traque de ces deux terroristes qui ont assassiné à Charlie Hebdo. Et ça a duré 3 jours. Le premier jour, on a suivi plusieurs pistes. Toutes les unités étaient mobilisées là-dessus. Le RAID, la BRI, le GIGN au niveau gendarmerie. On a suivi plusieurs pistes. Au deuxième jour, on apprend qu'une policière municipale est tuée à Montrouge et abattue par un terroriste dont on a connu assez rapidement l'identité et dont on savait qu'il avait déjà des relations avec les deux autres terroristes. Et voilà, ces 2 premières journées, le 7 et le 8, passent à traquer les assassins, les barbares. Et le 3e jour, il se passe 2 choses. D'abord, les 2 terroristes de Charlie Hebdo sortent du bois, expression à prendre au pied de la lettre, puisqu'ils s'étaient planqués dans un bois, donc ils sortent du bois et se retrouvent dans une imprimerie à Dammartin-en-Goële. Donc secteur gendarmerie, et là le GIGN fait le siège de l'imprimerie. Et en mi-journée, à 13h à peu près, un peu avant 13h, le terroriste qui avait tué la policière municipale, qui s'appelait, il me semble qu'elle s'appelait Jean-Philippe, je ne vais pas dire de bêtises là-dessus, il faudra vérifier. Le policier qui a tué la policière municipale, le terroriste qui a tué la policière municipale va à l'épicerie cachère de la porte de Vincennes, tue rapidement trois otages, en blesse un 4e qui mourra de ses blessures, et prend en otage 26 personnes. Voilà. Et moi, j'étais à Dammartin-en-Goële avec le GIGN pour prêter assistance, s'il fallait leur prêter assistance. En fait, en réalité, leurs effectifs suffisaient, donc voilà, je vais immédiatement sur la porte de Vincennes, dont j'apprends le drame, et le commandement de l'opération m'est donné par le ministre de l'Intérieur dans le cadre de ce qu'on appelle une formation de FIPN, la force d'intervention de la police nationale, qui donne au chef du RAID le commandement à la fois de la BRI Paris et du RAID. Et donc on mène l'opération en étroite collaboration avec le chef du GIGN, parce que les 3 terroristes se connaissaient, 2 d'un côté et 1 de l'autre. Ils se connaissaient, et donc ils avaient la possibilité de rentrer en contact, et les opérations étaient donc liées. C'est la première fois au monde où on a une opération de ce type-là, avec des prises d'otages. Alors, à l'imprimerie cachère, à l'imprimerie de Dammartin-en-Goële, il n'y avait pas de prise d'otage. Il y avait un employé de l'imprimerie qui s'était caché, mais les 2 terroristes l'ont même pas cherché donc il n'y avait pas de prise d'otage. Et moi, par contre, j'avais 26 personnes qui étaient prises en otage. Mais il fallait donc coordonner les opérations. C'est-à-dire que les assauts entre le GIGN qui était à Dammartin-en-Goële, RAID BRI qui était à la porte de Vincennes, il fallait que ça soit décidé en même temps, pour pas qu'il y ait des vengeances sur les otages, etc. Et donc c'est une opération qui était pas facile à mettre en place. Et en fait, l'assaut a été donné vers 17h. Il avait été prévu que l'assaut, le top assaut, soit donné par moi, qui avait en face de moi tous les otages. Et ensuite, le GIGN ferait en même temps son opération. En fait, en réalité,
les 2 terroristes d'Amartin Anguel sont sortis et ont chargé le GIGN. Donc ils ont été neutralisés. Et ce qui fait que moi j'ai dû accélérer mon processus d'intervention après avoir obtenu l'autorisation d'assaut du président de la République. C'est le président de la République qui a délivré l'autorisation d'assaut par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur, avec qui j'avais des contacts, on avait des contacts, les chefs d'unité avaient des contacts avec le ministre de l'Intérieur, ils savaient exactement ce qu'on allait faire, etc. Et donc, l'ordre d'assaut a été donné, et on est monté à l'assaut de l'épicerie cachère, avec les techniques traditionnelles que l'on connaît. L'individu est sorti et a chargé les gens du RAID et de la BRI, et donc pour mourir les armes à la main. Depuis l'affaire Mohamed Merah, c'est leur nouvelle manière de faire, en réalité. La réalité des choses, c'est que ce genre d'individus, ces terroristes, djihadistes, agissent en 3 temps. Ils vont d'abord impacter des cibles qui sont impactantes pour l'opinion publique et les médias. Sur Mohamed Merah, c'était, rappelez-vous, des militaires qui étaient en permission, et c'était des petits-enfants juifs à l'école Zaratora à Toulouse, et un père de famille. Donc ça, c'est impactant. Le deuxième temps, il se retranche sans penser à partir. Et le troisième temps, qui n'était pas connu à l'époque de Mohamed Merah, c'est que en fait, leur but ultime, c'est de mourir les armes à la main, en shahid, en martyr. Et donc, sur Vincennes, on a eu sur Vincennes et sur Damartin Anguel, on a eu ce scénario-là. Le terroriste à Vincennes a chargé les forces de l'ordre, il a donc été neutralisé. Il avait des explosifs à l'intérieur, donc tous les otages ont été sauvés dans cette opération-là, qui a été un grand succès, cette opération-là. Alors, j'oublie pas les 4 morts qu'il y a eu, mais ils étaient morts avant enfin, il y en a un qui est mort un peu après, mais ils étaient morts avant l'intervention, et donc dans notre intervention, il s'agissait de délivrer tous les otages. Et on a délivré tous les otages. Et ça, c'est une grande fierté pour tout le monde, pour tous les gens qui étaient sur place. C'est une très très grande fierté. Je pense que c'est aussi une grande fierté pour les hommes politiques, pour les décideurs. Je pense que eux aussi, dans leur fort intérieur, ils ont cette fierté-là qui est chevillée au cœur. Comment vous vous sentez beaucoup de gens vont se demander, ça doit être quand même une certaine pression, même si vous êtes préparé à ça. On n'est jamais forcément humainement préparé à ça, surtout en France. Parce que tous les citoyens français étaient assez choqués d'apprendre ces attentats. On a toujours l'impression que c'est dans les autres pays, mais jamais chez nous. Mais vous aviez une responsabilité énorme entre vos mains. Comment vous vous sentez à ce moment-là quand vous apprenez que des otages, que des personnes ont été prises en otage? Vous savez, c'est mitigé ce qui se passe dans la tête d'un policier du RAID, le patron du RAID que j'étais, c'est mitigé, parce que quand on intègre l'unité la plus prestigieuse de la police nationale, on l'intègre pour y apporter sa patte, sa manière de faire, pour analyser la situation, pour se préparer à ce qui allait arriver. Nous, on s'est beaucoup préparé. On avait l'exemple de Mohamed Merah que je vous ai décrit, sa manière de faire. Mon prédécesseur avait déjà commencé à analyser tout ça. Moi, j'ai accéléré ce processus et on a changé nos manières d'intervenir là-dessus. On n'était pas sur un preneur d'otages traditionnel qui a un problème psychologique et qui va faire une bouffée délirante parce qu'il a eu un événement qui le fait basculer, que ce soit une séparation familiale, que ce soit un problème de boulot, etc. Lui, il va prendre autour de lui des otages, il va prendre sa famille, sa femme. Je dis sa femme parce que la plupart de ces gens-là sont des hommes. Et donc, il va falloir aller le chercher. Et là, on va discuter, on va
on va travailler sur la négociation, et entre 70 et 80% des cas sont sortis à la négociation. Sur des gens qui ont des problèmes psychologiques. Sur le reste, les 20% qui restent, les 20-30%, ils sont sortis de vive force, mais sans utiliser en général les armes létales. Donc ils sont remis à la justice. Les djihadistes, pas du tout. Les radicalisés, c'est pas du tout ça. Les radicalisés, ils veulent mourir les armes à la main. Donc du coup, la négociation est inutile. On perd du temps en négociant, et le temps, c'est important pour sauver les otages. Et donc, on s'était préparé à ça. En fait, et moi, mentalement, je m'étais préparé à ça aussi. On avait préparé ça. On avait travaillé sur ces scénarios-là. Dans le cadre du management que je vous ai décrit, on avait travaillé sur des scénarios similaires. Alors, c'est jamais exactement le même scénario, mais on travaille, on a des réflexes, on a des scénarios. Vous savez, quand vous arrivez sur la porte de Vincennes, l'hypercachère, c'est toujours la même chose. Vous arrivez dans une situation qui échappe un peu à tout le monde. J'oserais employer le terme d'une situation bordélisée, quoi. C'est-à-dire tout le monde a des informations, parle dans tous les sens, etc. Bien que le RAID, comme toutes les autres unités d'intervention, travaille dans un microcosme qui est le sien, c'est-à-dire le RAID travaille dans l'ensemble du dispositif de la police nationale. Donc avant que le RAID arrive, vous avez autour de l'objectif la sécurité publique, donc le commissariat qui a mis en place des effectifs, qui est déjà capable de donner du renseignement opérationnel qui va nous servir, etc., etc. Donc on récupère tout ce renseignement, et cette situation un peu chaotique au départ, petit à petit, on va la prendre en compte, et on va, avec nos réflexes d'intervention, calmer les situations, récupérer le renseignement qui va nous servir pour l'intervention, essayer d'éviter les informations parasites qui nous servent à rien, etc., etc. Et on va faire le tri. Et le patron du RAID a un gros travail à faire dans ce domaine-là. Il s'appuie sur un officier supérieur au RAID, qui est l'officier des opérations, qui va lui recentrer tous les renseignements qu'il y a. Donc quand vous arrivez sur place, vous appuyez sur cette manière de faire, vous appuyez sur ça, puis vous savez que vous êtes entouré des meilleurs pour cette mission-là, et en fait, sentiment mitigé, parce que quand vous êtes patron du RAID, comme quand vous êtes au RAID, vous attendez ces situations-là, et qui sont et heureusement, et espérons qu'elles le restent, qui sont exceptionnelles, qui n'arrivent qu'une fois par hasard. Moi, pour le coup, j'en ai eu beaucoup. Ouais. Mais vous attendez ces situations-là pour mettre en place vos dispositifs, et quand elles arrivent, eh bien, vous avez un sentiment mitigé de toujours un peu de... Vous êtes un peu noué sur la situation. Est-ce que je vais être à la hauteur? Et la deuxième chose, c'est de vous dire, ben voilà, on y est. C'est pour ça que t'as été choisi. C'est pour ça que tu t'es entraîné. C'est pour ça que t'as développé une stratégie. C'est pour ça que t'as un relationnel avec les politiques qui vont prendre la décision. C'est pour ça que tu peux influencer leurs décisions. C'est pour ça que tu es là, en fait. Voilà. C'est pour ça que tu es là. Et donc, à toi de jouer. C'est ça qu'on ressent, en fait. Vous avez aussi dirigé l'assaut de Saint-Denis après le Bataclan. Oui. Que retenez-vous de cette nuit d'horreur? Alors, la nuit d'horreur, c'était au Bataclan. L'horreur, elle était au Bataclan. Elle était au Bataclan parce que vous avez des hommes, des femmes, des personnes d'un certain âge, des jeunes, beaucoup de jeunes, etc., qui se font massacrer pour être allés voir un spectacle. C'est une horreur absolue. Nous, quand on rentre au Bataclan, le mal est fait, enfin une grande partie du mal est fait. Le mal, c'est personnalisé, quoi. C'est véritablement ça. C'est fait par des fous furieux qui
qui nous ont tué près d'une centaine de personnes, qui sont bardés d'explosifs, qui ont des gilets explosifs. C'est impensable comme situation. On ne peut pas se dire, mais pourquoi En fait, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raisonnable et de raisonnement à faire dans ces situations-là. Et donc, vous devez intervenir, parce qu'il reste il y en a un qui s'était fait exploser avant, enfin, un qui a été impacté par des policiers de la BAC, le chef de la BAC Paris et son adjoint qui sont très courageusement rentrés au Bataclan avec le peu de moyens qu'ils avaient, c'est-à-dire leur arme de poing et en gilet léger, qui n'arrêtaient pas le projectile de la Kalachnikov, et qui ont ouvert le feu sur un des terroristes et qui l'ont fait exploser, ou qui s'est fait exploser. Et donc, à partir de ce moment-là, les autres terroristes ont arrêté leur massacre et se sont réfugiés dans les loges derrière en prenant des otages. Et là, le massacre a été interrompu. Et on le doit à ces deux policiers-là. Le commissaire, d'ailleurs, qui est rentré à la BAC, est maintenant le chef du raid. Donc c'est une bonne chose. Et ces deux-là, c'est les véritables héros au niveau policier, de cette soirée-là. Au niveau policier, parce que il y a eu plein de héros anonymes cette soirée-là. Il y a plein de gens qui ont secouru au péril de leur vie, quelquefois, d'autres personnes, qui les ont aidés à s'enfuir, qui ont fait des points de compression, la population parisienne a été extraordinaire là-dessus. Je l'ai décrit d'ailleurs dans un roman que j'ai fait là-dessus, parce que je voulais décrire ce que je ressentais là-dessus. C'était pas factuel, c'est du ressenti. Et donc, voilà, ça, c'est ce que moi j'ai ressenti au Bataclan, et pourtant on a fait notre mission jusqu'au bout. On a avec la BRI, le raid et la BRI, on a neutralisé la menace. Les deux autres terroristes avec leur bouclier explosif. La première fois que la France était frappée par des kamikazes avec avec des gilets explosifs. Ouais. Et donc on a fait le job, mais je crois qu'aucun des policiers qui est intervenu ce jour-là, contrairement à l'hypercachère, ne peut en tirer aucune gloire, parce que certes, ils ont risqué leur vie, nous avons risqué notre vie là-dessus, mais un tel massacre que peut tirer aucune gloire de ce jour-là. Autant sur l'hypercachère, on a été particulièrement content de sauver des vies, autant là, on a sauvé des vies quand même, mais voilà. Moi, j'aurais aimé être magicien pour arriver plus tôt, mais ça n'existe pas. Et 3 jours après, donc on m'interrogeait sur Saint-Denis, on a l'opération de Saint-Denis. Il faut savoir que 3 jours après, on a l'opération de Saint-Denis avec les mêmes personnes, c'est-à-dire le même chef du raid que j'étais, le même patron du raid qui va sur place, et les mêmes intervenants du raid qui ont vu le Bataclan, qui ont vu l'horreur, qui ont mis un pied à l'enfer. Et on va sur 3 terroristes, dont un qui est recherché par tout le monde et qui est à l'origine, sans doute, peut-être pas seul, mais qui est à l'origine du massacre du Bataclan. On sait qu'ils ont des gilets explosifs parce qu'ils ont été filmés par des dispositifs policiers de surveillance, et on voit qu'ils sont revêtus de gilets. Et donc, et on en a la certitude quand un d'eux se fait exploser. Et donc, je monte sur une opération comme ça. C'est le raid qui doit aller les chercher. Donc voilà. On monte une opération et on déroule cette opération-là, qui se passe pas comme prévu, parce qu'on avait décidé tactiquement, opérationnellement, de faire exploser la porte, de rentrer très très vite et d'interpeller, si possible, les 3 terroristes avant
qu'ils ne fassent exploser leur gilet. Ce qui était très risqué, parce que cet explosif-là, c'était un explosif artisanal, ça s'appelle du TATP, et que le moindre coup sur le gilet un peu brutal, un coup de poing sur le gilet peut le faire exploser, quoi. Ça veut dire que même s'ils n'ont pas leur gilet sur eux, s'ils sont en train de dormir, on a commencé l'opération à 4h du matin, ils peuvent l'avoir juste à côté et le faire exploser en se précipitant dessus, quoi. Donc il fallait aller très très vite. Malheureusement, il y avait trois points sur la porte, un des points ne saute pas, et donc la porte ne s'ouvre pas. Et à partir de ce moment-là, pour éviter que les terroristes ne se mettent contre une cloison qui n'était pas une cloison porteuse, et donc qui ne protégeait de rien, la colonne d'assaut se trouvant sur un espace exigu de l'autre côté de la porte de l'appartement, eh bien, il a fallu, j'ai ordonné à ce qu'on reconstitue les troupes et qu'on fasse des tirs de barrage, et donc on a beaucoup tiré, ce qui a fait une grosse polémique dans les médias. Mais bon, le résultat, c'est que au final, les 3 terroristes ont été neutralisés, et le résultat, c'est que on l'a su après par les équipes d'enquête, c'est qu'on a évité un nouvel attentat majeur sur la dalle de la Défense, parce qu'ils s'apprêtaient, au moins pour 2 d'entre eux, à aller sur la dalle de la Défense, faire exploser la dalle de la Défense, enfin, dans un grand magasin, visiblement. Dans votre livre, vous racontez « J'ai vu des hommes tenir quand tout vacillait ». Est-ce que c'est ça le cœur du raid? Oui, ouais. C'est ça le cœur du raid, mais parce que le raid va sur des situations où plus personne d'autre ne va. Donc il a, comment dirais-je, en prenant les précautions d'usage, l'habitude, entre guillemets, d'aller là où tout vacille. Mais c'est ça aussi, et je tiens à le dire, c'est ça aussi quasiment le quotidien de tout policier. C'est-à-dire que les policiers sont appelés quand la situation est grave et importante, et quelquefois, le policier de patrouille ne sait pas sur quoi il va. Contrairement au raid, le policier de patrouille ne sait pas sur quoi il va. Le policier ou la policière de patrouille ne savent pas sur quoi ils vont, et ces situations-là sont très dangereuses. Mais c'est effectivement des points d'ancrage quand tout vacille autour de nous, comme devrait l'être, et j'en parle dans mon livre aussi, j'y fais référence, comme devrait l'être un certain nombre de personnes, en particulier nos responsables politiques, avec une conscience de l'intérêt public, et surtout une conscience de respecter la France, ce qui aujourd'hui, quand on voit le mauvais théâtre politique qu'on est en train de nous jouer, aujourd'hui, cette conscience de la France et de l'intérêt public, les partis sont loin de l'avoir, quel qu'il soit. Après ces événements, comment vit-on le retour au quotidien? On sort jamais vraiment du raid? Non, on sort pas du raid. On n'y sort pas parce que on sort pas de la police nationale, et on sort pas du raid. On n'y sort pas parce que moi d'abord j'ai passé 40 années dedans, donc c'est une grande partie de ma vie. Et ensuite on n'en sort pas, surtout quand on a connu les événements que j'ai connus, et donc ça soude. Le raid, ce sont des équipes soudées face à des événements. De Gaulle disait le talent, c'est des hommes face aux circonstances. Ils s'y connaissaient. En fait, alors je sais pas si on peut parler de talent, mais en tout cas, on est forgé par ça. On est forgé par les hommes qu'on a autour de nous, les hommes et les femmes, bien évidemment. Et on est forgé par les circonstances qu'on a affrontées. Et donc, on s'en souvient tout le temps. La problématique, c'est d'essayer d'en tirer le meilleur dans la vie de tous les jours, et aussi dans les analyses qu'on fait. Et de pas se rabâcher et rester comme des vieux schnocks à se répéter les choses, mais à essayer il faut le dire, il faut le transmettre, mais il faut positiver.
Quelle est pour vous la plus grande leçon humaine de ces attentats? Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, et je l'ai surtout écrit dans un roman qui s'appelle Les Hommes en Noir. La valeur qui est sortie de ces attentats, c'est le fait qu'on a eu des hommes et des femmes de tous bords. Je parle pas uniquement des policiers ou des gens qui ont porté secours, ou des gens dont le travail, les pompiers, les hospitalistes portaient secours, mais je parle de monsieur et madame tout le monde, qui ont, chacun à leur niveau, qui se trouvaient aux alentours, qui ont protégé, qui ont quelquefois soigné, fait des points de compression, appelé les secours, amené à manger aux forces de l'ordre et aux pompiers qui étaient là depuis X temps. Il y a une espèce de solidarité qui a été phénoménale. Une solidarité dans ces moments-là qui fait que la France redevient ce qu'elle était. Et les citoyens français redeviennent ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des gens solidaires et qui, dans l'adversité, sont capables des plus grosses prouesses, au détriment de leur vie, au péril de leur vie. Certaines personnes ont fait des points de compression au péril de leur vie aussi. Pardon. Ça, c'est quelque chose de particulier que j'ai vu et qui donne espoir à notre pays. Voilà une des raisons pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre aussi. Ni capitulation, ni résignation. Parce que ceux-là ne se sont pas résignés ce jour-là. Et donc ça donne espoir à beaucoup de choses. Et il y a une espèce de dichotomie, de différentiel extraordinaire entre ces actions-là, dont on est capable, des hommes au milieu des circonstances, comme disait De Gaulle, ces actions-là, et l'espèce de râlage quotidien qu'on a sur tout et n'importe quoi. Il y a une différence entre ces actions-là, merveilleuses, et le peu d'engagement, quelquefois, d'hommes et de femmes politiques, dont c'est le rôle de s'engager, qu'on vit aujourd'hui, par exemple. Il y a une espèce de différentiel qui est énorme. Il faut faire renaître cet amour de notre pays, cet amour de nos valeurs démocratiques que l'on a vu ce jour-là. Et moi, je suis fan de ces valeurs-là. Et ça a été ma vie. Après avoir vécu ces années d'action intense, vous quittez le RAID en 2017 et entrez à l'Assemblée nationale, un passage du terrain à la politique qui peut intriguer. Pourquoi avoir décidé d'entrer en politique? C'est l'opportunité. Vous savez, moi, j'ai une vie faite d'opportunités. C'est-à-dire que je suis certes resté dans la police nationale, mais chaque 3-4 ans, je changeais de direction. La police nationale nous permet, c'est merveilleux parce que ça nous permet de faire de la police judiciaire, du renseignement, de l'intervention, de la police aux frontières, de l'analyse, etc., plein de trucs. Et en fait, il faut saisir les opportunités qu'on a. Dans la police, il y a des postes qui s'ouvrent, donc vous postulez, vous l'avez pas, vous y allez, etc. Ça a été la politique a été une opportunité. Moi, je n'étais pas orienté politiquement dans le cadre d'une carrière politique, mais ça a été une opportunité parce que en 2017, les planètes se sont alignées. Je partais du RAID, je partais éreinté du RAID, quand même. Je partais de la police nationale puisque j'arrivais au bout de 40 ans, donc je partais en retraite. Et mon but était de transmettre, de faire des conférences, ce que je fais aujourd'hui. Mais j'étais rattrapé par la politique parce que on m'a demandé, un bon copain à moi, qui était en relation avec le candidat Emmanuel Macron à l'époque, m'a dit, écoute, ça te dirait de venir voir le programme sécurité. Ça, c'était en 2016, j'étais encore chef du RAID, donc j'y suis allé avec ma cagoule, en anonyme. J'y suis allé en anonyme parce que voilà, il s'agissait pas d'en faire la pub. Et on a échangé donc avec Emmanuel Macron, le candidat, avec des équipes qui avaient autour de lui. Et en fait, je suis rentré dans les équipes qui s'occupaient du régalien, et donc j'ai beaucoup sympathisé avec ces équipes-là. Et on a beaucoup travaillé sur le régalien.
sur la police, sur la justice, sur un certain nombre d'items. On a beaucoup travaillé, on a soumis un certain nombre de choses, dont peu ont été reprises, il faut le savoir, mais pas, à mon avis, pas de la faute du candidat, mais la faute des entourages, parce que moi, c'était le fruit d'une expérience et le fruit de ce que je vivais sur le terrain. Voilà, le fruit des observations que fait un flic sur une vie de flic. C'est pas difficile. Et ce que font les citoyens, c'est pas difficile de voir aujourd'hui que le délinquant d'habitude, ce qu'on appelle le multirécidiviste, il est multirécidiviste parce qu'il n'est pas puni. Il est jamais puni, presque pas, ou sur des peines qui sont. Et on a un vrai gros problème de justice de nos jours. Et on l'avait déjà en 2017. Donc voilà, il y avait quelques propositions qui étaient des propositions tendues un peu, qui n'étaient pas iconoclastes. Je les mets d'ailleurs dans mon livre. Et voilà, moi je voulais continuer à poursuivre mon combat pour la sécurité du citoyen. Je voulais le poursuivre sur ce court instant politique de 5 ans. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai porté c'est ce que j'ai tenté de faire au maximum. D'abord, j'ai créé un groupe de sécurité à l'Assemblée nationale au sein de notre majorité. On a un peu influé comme on a pu, mais j'ai surtout porté une loi qui était la loi sur la sécurité globale avec ma collègue Alice Toureau, députée de la Drôme, qui est une loi pour mieux travailler sur tous les acteurs de la sécurité, que ce soit la police nationale, gendarmerie nationale, les polices municipales, la sécurité privée. On a beaucoup travaillé sur la sécurité privée, et donc c'est une loi qui nous a beaucoup servi pour les Jeux Olympiques plus tard. Donc voilà ce que je voulais faire en termes politiques, mais c'était évidemment une parenthèse politique, et donc en 2022, elle s'est terminée, cette parenthèse. Rien ne m'incitait à continuer. Ça, c'est quelque chose d'important. Et en tout cas, pas le comportement de certains hommes et femmes politiques. Et donc, je suis allé en toute loyauté au terme de mon mandat. Et en toute loyauté, j'ai quitté le navire, non pas la nage, mais quand il a accosté sur la fin de mes 5 ans. Et j'ai repris ma liberté. Et en reprenant ma liberté, j'ai pu me consacrer donc à la transmission, au travail que je fais avec les chefs d'entreprise, et ça me plaît beaucoup, sur les conférences. Je travaille aussi sur le conseil en sécurité. J'ai à cœur plusieurs problématiques que je développe dans mon livre aussi. La lutte contre les stupes, j'essaye d'influer là-dessus. La lutte contre de nouveaux réseaux qui à mon avis, se surajoutent et vont nous créer beaucoup de problèmes dans l'avenir. C'est les réseaux, par exemple, des cigarettes de contrebande et de contrefaçon, qui deviennent de plus en plus violents. Et donc, un réseau va s'ajouter au réseau des stupes. J'essaie de faire, voilà, d'être porteur de cette voie-là, de faire prendre conscience, y compris à des politiques de tous bords, pour les pousser à combattre ça. Et ce livre, ni capitulation, ni résignation, osons le courage. C'est un livre qui prône le courage en tout, et qui en fait, qui peut être considéré comme un programme qui est à disposition de tous ceux qui veulent se présenter au présidentiel, parce que certains n'ont pas beaucoup d'idées. Donc voilà, si ça peut les aider, je suis là pour aider. Le message est passé. Vous avez porté le concept du continuum de sécurité entre police nationale, municipale et acteurs privés. Est-ce qu'il fonctionne aujourd'hui? Il fonctionne mieux et il fonctionnera de mieux en mieux. Pourquoi? Parce que tout le monde est convaincu maintenant. On est passé d'une idée qui était de dire l'État doit assurer notre sécurité. Donc avec sa police et sa gendarmerie. Et ça, c'est une idée qui était fausse dès le départ. Parce qu'en fait, en réalité, dans les temps qu'on a vécu auparavant, avant que la population qui confie tout à l'État et que l'État prenne ce que la population lui confie,
On était dans grosso modo, avant 1945. Bon, je ne parle pas des périodes de guerre, bien sûr, mais avant, on était dans une grande période de responsabilisation, de responsabilité personnelle. En fait, en réalité, ça a duré encore un peu après, mais en réalité, moi je me souviens, quand j'étais môme, donc après la guerre, bien sûr, mais ça perdurait, quand j'étais môme, dans les villages et dans les villes, les petites villes, vous pouviez pas vous balader sans que il y ait un voisin qui vous dit c'est l'heure de rentrer, arrête de faire ça, ton grand-père, ton père est au courant. Voilà, les gens veillaient les uns sur les autres. Et il y avait une espèce de responsabilité collective et responsabilité individuelle, et on prenait en compte voilà ce qui se passait autour de nous. On était acteurs de sécurité, en fait. Et petit à petit, on a laissé tomber ça. Et on s'est dit, c'est à l'État de nous protéger sur la sécurité quotidienne. Comme on s'est dit, c'est à l'État de nous protéger contre toute problématique qui nous arrive. C'est à l'État de nous protéger quand le prix de la baguette augmente. C'est à l'État de nous protéger quand le prix du diesel augmente. C'est à l'État de nous protéger quand il y a une inondation, quand il y a un incendie. C'est toujours à l'État. Et on a donné tout ça à l'État. Et l'État l'a pris, en plus. Donc nous, on a fait l'erreur de lui donner, et l'État a fait l'erreur de la prendre. Et on a perdu cette notion de responsabilité individuelle. En fait, en réalité, la sécurité globale, l'idée de sécurité globale est une idée philosophique pour dire la sécurité, c'est l'affaire de tous. L'État est le bras armé pour la sécurité, c'est lui qui interviendra, mais s'il n'a pas les yeux et les oreilles de tous les autres acteurs, que ce soit les polices municipales maintenant, qui sont en train de bien augmenter en chiffres, les services privés de sécurité, mais aussi de la population, qui doit non pas intervenir, mais qui doit au moins aviser et être en éveil, eh bien, on n'arrivera pas à bâtir une sécurité collective. Sans la responsabilité et la responsabilisation individuelle, on ne fait pas de collectif. Et on le voit, donc on essaye d'inverser cette démarche. Et aujourd'hui, je vais vous dire deux exemples. Exemple vécu dans un grand centre commercial du 93, le service de sécurité privé du centre commercial 93 est avisé par les gens de la BAC du commissariat local qu'il y a des voleurs à la tire qui circulent et qui peuvent venir dans le centre commercial. Donc la BAC donne la description au poste de sécurité privé du centre commercial. Les gens du centre commercial, évidemment, voient ces gens arriver, voient les voleurs à la tire arriver. Ils les suivent discrètement, ils appellent la BAC. Ils les suivent aussi par les caméras, donc moyens privés techniques privées, agents de surveillance privés dans le centre commercial. Les gens de la BAC arrivent, ils font les interpellations, les arrestations, et l'affaire se fait. Et les voleurs à la tire sont arrêtés. C'est une affaire qui se fait en commun avec service privé de sécurité dans son domaine de compétences et la police nationale, la BAC en l'occurrence. Ça, c'est le premier exemple que je voulais donner. Deuxième exemple qui concerne plus le public, vous, moi, quand on est citoyen, quand on va d'un point à un autre pour aller plus rapidement, pour éviter les embouteillages, on met une application que tout le monde connaît, dont je ne ferai pas la publicité ici. Cette application, elle vous signale l'endroit le plus rapide pour éviter les bouchons. Elle vous signale aussi de temps en temps les contrôles de police, c'est-à-dire les radars. Ça vous évite de vous lever le pied, bon, non pas ce qu'on en veut, mais voilà. Moi, pour être tout à fait honnête, ça m'a évité des choses, ça m'a évité de perdre des points. Mais elle vous indique aussi et surtout, et ça c'est important, attention, il y a une voiture arrêtée sur la chaussée, il y a un accident à tel endroit, et vous allez lever le pied, et vous n'allez pas créer un suraccident. Pourquoi vous n'allez pas vous encastrer dans la voiture qui s'est arrêtée? Parce que, en amont, celui qui se sert de l'application
à renseigner l'application en disant attention, il y a un danger éventuel pour les copains qui arrivent derrière. C'est une solidarité active grâce à une application. Ça va se faire de plus en plus. Ça se fait déjà de plus en plus, et ça va se faire de plus en plus. C'est-à-dire une espèce de solidarité qui va se faire, voilà, en se servant des moyens modernes de sécurité. 10 ans après les attentats de 2015, la menace terroriste reste présente. Est-ce que d'après vous, la France est prête ? Je veux pas reprendre la question sur tous les mots que vous m'avez dit, mais est-ce qu'on est prêt à une attaque, à des attaques improbables? Et est-ce que c'est le plus grand danger qui nous guette aujourd'hui? Je pense que on n'est jamais prêt bien évidemment sur des attaques improbables, mais on a renforcé notre législation en France. La France a été attaquée par des attentats terroristes, islamistes, depuis la fin de la guerre d'Algérie, avec des hauts et des bas, et d'autres types d'attentats aussi. Et la France a une législation qui est particulièrement rigoureuse dans ce domaine-là, et qui évolue au fur et à mesure du temps. La France a des services qui se sont renforcés, des services de renseignement, des services d'intervention, des services d'enquête. La France a renforcé ses renseignements et ses collaborations avec des services étrangers, européens mais non européens, et qui pourraient surprendre d'ailleurs, parce que malgré des conflits latents ou larvés, les services de renseignement continuent à travailler entre les uns et les autres. Il faut savoir que les pays les plus touchés par le terrorisme, c'est les pays arabes. Il y a des terrorismes partout. Daesh, par exemple, attaque de manière incessante les talibans en Afghanistan. Donc voilà, il y a des espèces de trucs un peu particuliers qui se font. Et donc on a ces échanges d'informations qui fait qu'on est prêt au maximum. Mais est-ce que dans la vie on peut se préparer à tout? La réponse est non, évidemment non. Et est-ce que là-dessus ne se surajoute pas d'autres problèmes? Alors je ne sais pas si vous aviez l'intention d'en parler, mais un des gros problèmes aujourd'hui aussi, c'est cette guerre qui se passe en Ukraine et qui nous menace directement, l'Europe, quoi, avec un partenaire américain dont on ne sait plus ce qu'il veut aujourd'hui. Et ça, c'est particulièrement inquiétant aussi. Et voilà, il y a un autre danger important qui est en train de pourrir notre société de l'intérieur, c'est la lutte contre les stupes et tous les trafics. J'ai parlé aussi du trafic de contrebande de cigarettes et de contrefaçon. Plein de... Mais ça demandera courage, détermination, et peut-être aussi d'envisager des stratégies sur le long terme plutôt que d'essayer de réagir au coup par coup. Sur le terrorisme, on a, pour bien revenir sur ce domaine-là, on a plutôt des stratégies à moyen et long terme sur l'acte terroriste. C'est-à-dire comment éviter, donc en amont, l'acte terroriste, par les renseignements, etc. Comment intervenir sur l'acte terroriste. Et de ce point de vue-là, et là il faut le signaler, la justice est assez efficace et elle n'a pas le bras qui tremble, c'est à peu près le seul domaine où elle fait son job. Sur ce qui se passe en amont du terrorisme, ce que j'ai appelé le terreau du terreau, le terreau EAU du terrorisme, ce qui fait que ce terrorisme va surgir, et la France, comme beaucoup de pays européens, les terroristes qu'on a, beaucoup de terroristes qu'on a, c'est des Français, hein, des jeunes Français d'une manière générale. Est-ce qu'on a assez travaillé là-dessus? Est-ce que il y a eu un rapport qui est sorti sur les frères musulmans, sur les salafistes? Je pense qu'il faut qu'on travaille en profondeur, en amont, beaucoup plus que ce qu'on a travaillé. Certains l'ont suggéré, il faut maintenant passer à l'action. Et il faut se prémunir de cette influence qui est une influence qui va contre notre civilisation, anti-civilisationnelle, et qui veut nous faire revenir à des périodes moyenâgeuses
d'un islam qui, lui, a évolué, mais les gens qui prônent ce retour aux sources, ces islamistes, c'est-à-dire ces radicalisés et extrémistes de l'islam, ceux-là, il faut les combattre dès le départ et bien en amont. C'est ce qu'a fait en partie la loi qui a été votée en 2021 sur les principes de la République, la loi qu'on a appelée la loi sur les séparatismes, qui a été votée, et il faut aller beaucoup plus loin dans cette loi-là. Vous avez évoqué récemment une société de la peur et de la plainte. Que voulez-vous dire par cela? Je veux dire que on pleure beaucoup, en fait, en réalité. On crie souvent avant d'avoir mal. Et on anticipe des choses qui vont pas se passer d'une manière générale. Et on est très plaintif, en fait, en réalité. Il y a dans le livre, je donne des exemples. En fait, on est un des pays les plus pessimistes. En Europe, en tout cas. Au monde, on n'est pas bien placé, et on s'aperçoit que les pays les plus optimistes sont des pays, par exemple, comme le Nigeria, qui ont foi en eux. Je donne des exemples. Au plus fort des investissements étrangers en France, quand le chômage baissait il y a très peu de temps, plus fort de tout ça, on était encore à se plaindre, et je pense que il est urgent. Ça aussi, c'est titre d'un chapitre, il est urgent de s'aimer. Il est urgent que on arrive à reconnaître qu'on est un grand pays, 7e puissance mondiale, c'est pas pour rien qu'on est 7e puissance. Certains disent 6e, mais pas pour rien qu'on est. On a des atouts, on a une histoire, on a une fierté, on a un drapeau, on a un hymne national, on a des valeurs démocratiques, on intègre beaucoup de personnes, on protège les plus faibles. Alors certes, pas au rythme où on voudrait certains, mais on est un des pays les plus protecteurs. On a une sécurité sociale, on a un système hospitalier, un système de santé hospitalier et privé qui demande certes à être un peu revu, mais qui fonctionne largement mieux que dans certains pays. Pour ceux qui ont un peu voyagé le savent. Mais on se plaint surtout, en fait, en réalité. Je pense que c'est notre grand défaut, en réalité. Et dans les situations que j'ai décrites, c'est-à-dire les situations de tension extrême, de drame extrême, là, la population se retrouve, cesse de geindre et se bat. Mais je voudrais je désirerais, moi, qu'on se batte au quotidien sur un certain nombre de choses. Vous avez aussi dirigé la police aux frontières. Aujourd'hui, l'immigration illégale est au cœur du débat. Est-ce encore maîtrisable? Alors, j'ai pas dirigé la police aux frontières. J'ai dirigé un office central qui luttait contre la criminalité organisée, qui profitait des flux migratoires, donc qui organisait les flux migratoires et qui travaillait sur la traite des êtres humains. Et j'étais sous-directeur de la police aux frontières avant d'être chef du RAID pendant 11 mois à peu près. Voilà, et je représentais, j'étais souvent à Frontex, dans le bord de Frontex, etc. Aujourd'hui, c'est un problème le problème migratoire, moi ce qui me désole, c'est que les problématiques qu'on a, sécurité, alors je vais parler du domaine régalien, hein, sécurité, justice, immigration, on n'a pas eu le courage dans les décennies qui précèdent à les prendre en main et à trouver des solutions de long terme. Du coup, ceux qui ont livré un diagnostic réel et sévère sur les choses, on leur a laissé la main là-dessus, aux extrêmes. En fait, le diagnostic, il est bon. Quand un parti vous dit un problème d'immigration, oui, il y a un problème d'immigration, bien sûr. Mais il faut trouver des solutions derrière. Et moi, sur le problème d'immigration que je traite dans le livre, je distingue 3 types d'immigration. L'immigration qui est agressive,
C'est-à-dire que on a un certain nombre de personnes immigrées, clandestins ou non, sous OQTF ou non, qui nous font des crimes et des délits. Bon, pour faire vite, là je pense, et je pense depuis très longtemps, avec mes collègues policiers et gendarmes, je pense depuis très longtemps que la meilleure des solutions, c'est de les expulser, de les renvoyer chez eux. Quand on a, entre guillemets, la chance que la personne en face de vous soit un étranger et qu'il ait fait des aberrations et des crimes et des délits, eh bien, à ce moment-là, on le prend et on le renvoie chez lui. On respecte les règles de la République, on ne les respecte pas. Si on ne les respecte pas, on part. Alors, il y a des difficultés à expulser, et ça, on peut rentrer dans le détail et voir comment on peut faire. Et ça, c'est du rôle de l'État en tant que tel, c'est du rôle de la France. Après, on a une deuxième, après cette immigration agressive, on a une immigration que j'appelle invasive. Immigration invasive, c'est-à-dire qu'on a des flots de migrants qui arrivent aux frontières de l'Europe. En 2015, c'est plus de 5 millions de migrants qui sont rentrés en Europe, donc ils arrivent aux frontières de l'Europe, et ces flots nourrissent les flots, et en fait, notre machine à intégrer se met en panne parce que les flots sont trop nombreux et qu'on n'arrive pas à le gérer. Voilà. Par ailleurs, on crée il y a des gens qui pensent arriver dans un paradis et qui sont malheureux parce que ils se retrouvent en situation précaire et ils sont en situation d'étrangers en situation irrégulière. Ça, pour le coup, et on va faire assez vite, mais je le détaille dans le livre, pour le coup, il me semble que c'est à l'Europe de prendre en main, alors aidé par les États, mais c'est à l'Europe à prendre en main cette problématique-là et avoir une vraie politique qui n'existe pas aujourd'hui, enfin qui commence à se mettre en place à peine, de régulation et de gestion à la fois de l'asile et de l'immigration. La dernière loi sur l'asile et l'immigration européenne va dans le bon sens. Elle devra sans doute être plus musclée, mais ça va dans le bon sens pour essayer de récupérer en Europe pas toute la misère du monde, comme disait Rocard. On ne peut pas récupérer toute la misère du monde. Ça, c'est la deuxième. Mais ces deux, si on veut lutter contre ces deux immigrations, l'immigration agressive et l'immigration invasive, il faut pouvoir travailler sur un troisième type d'immigration, c'est l'immigration sélective. C'est en fait, contrairement à ce que disent certains, une immigration zéro ne peut pas exister en France. Elle ne peut pas exister parce qu'on est en dénatalité, on va manquer de main-d'œuvre, alors on peut robotiser, on peut récupérer des gens qui sont au chômage et les faire travailler, évidemment, mais ça va aller jusqu'à un certain point, on est en dénatalité, et on a besoin des talents extérieurs qui vont nous aider à continuer à nous développer et qui vont participer aussi à notre richesse nationale. Quand vous avez un étranger en situation régulière qui travaille sur le territoire national, il paie l'ensemble de ses taxes et de ses cotisations et il participe de ça. Il consomme, il paie sa TVA, etc., etc. Et cette immigration sélective, c'est une immigration sélective à la fois sur la main-d'œuvre, mais c'est une immigration sélective aussi sur le talent. Vous pouvez récupérer, et ça se fait énormément, des étrangers qui ont des talents particuliers dans le domaine médical, dans le domaine artistique, dans tous les types de domaines, des ingénieurs qui travaillent sur et voilà. Donc, je pense que il faut travailler là-dessus, mais il faut avoir le courage aussi de nommer les choses et le courage d'appliquer ensuite les mesures que l'on va voter éventuellement. On va, pour finir, en venir à votre dernier livre, qui s'appelle « Ni capitulation, ni résignation ». Pourquoi avoir choisi ces deux mots, qui sont quand même assez forts? Ce livre est « Ni capitulation, ni résignation », en sous-titre « Osons le courage », et dans ma tête, ça nous changera. C'est en fait un livre qui
qui a jailli d'une idée en lisant pour la 10e fois un bouquin qui s'appelle L'étrange défaite de Marc Bloch. Marc Bloch a été un combattant de la guerre 14-18, il a commencé comme soldat, il a fini comme capitaine, et ensuite ça a été un historien diplômé des universités, il était du côté de l'Est, il me semble, et il était écouté dans ses analyses qu'il faisait, et quand a éclaté la Deuxième Guerre mondiale, en 1939, il a été, bien qu'il n'était pas mobilisable, parce qu'il était soutien de famille, etc., il a tenu à aller au front. Il est allé au front de Flandre, comme capitaine, au grade de capitaine, et il a vu la France s'effondrer en très peu de temps. Et sous les bombes et les obus, il a écrit donc L'étrange défaite, et il a analysé pourquoi un des pays, la plus grosse armée européenne, la France à l'époque, pourquoi elle s'est effondrée aussi rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé techniquement dans le moral, etc., etc. Et c'est passionnant parce que il y a plusieurs choses, et je me suis dit, mais ça existe encore aujourd'hui. L'absence de courage des hommes et des femmes politiques, l'absence de vision, les accords de Munich juste avant, le renoncement, quand on a laissé Hitler prendre le territoire des Sudètes, tout ça existait avant. Le renoncement des hommes et des femmes, le renoncement des populations qui ne voulaient pas se battre et qui ont exigé qu'on ouvre les villes de plus de 20 000 habitants à l'ennemi pour pas, sans se battre. Et donc le renoncement des populations, donc la capitulation des politiques, le renoncement des populations, le renoncement ou le désintérêt d'un certain nombre de vecteurs qui dans notre société, sur lesquels on s'appuie dans notre société. Je donne un exemple simple, le syndicat de la CGT à l'époque, qui existe toujours aujourd'hui, qui s'est plus intéressé à la lutte contre le patronat que la lutte contre l'ennemi. La CGT à l'époque, c'était compréhensible parce que c'est un syndicat largement communiste et il y avait un pacte germano-soviétique avec l'ennemi. Donc, et ça existe aujourd'hui. En fait, en réalité, on est toujours là-dessus. Et ça existe et je l'ai décliné sur ce livre avec les problèmes que l'on connaît. Le premier problème, c'est l'antiterrorisme, problème dont je parle beaucoup de ça, mais je parle aussi d'un problème important qui me semble important à moi et cardinal, c'est la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, on a une guerre à nos portes. Alors, il y a eu une prise de conscience du politique, là-dessus, des grosses puissances politiques qui ont mis du temps. Alors, la France était très rapide là-dessus. Il y a une prise de conscience rapide de la France, on doit le reconnaître. Derrière, on a la Pologne et le Royaume-Uni assez rapidement aussi, et maintenant l'Allemagne. C'est une bonne chose, il y a une prise de conscience. Mais il y a d'autres problèmes aussi. Les stupéfiants, on n'a jamais eu je suis assez rude sur les stupéfiants parce que j'ai dirigé une section stupéfiants en Seine-Saint-Denis dans les années 90 et rien n'a évolué, sinon en pire. On n'a jamais eu de stratégie, entendons-nous bien, stratégie politique de lutte contre les stupéfiants sur le long terme. Il y a des stratégies qui sont portées par des techniciens, des spécialistes, des policiers, l'office central, etc. Il n'y a pas de stratégie politique. Jamais dans le monde politique, on s'est mis d'accord autour de la table pour avoir une stratégie à 10 ans, 20 ans, en disant, voilà, on va combattre les trafics. Et non seulement ça, mais en plus on a créé des trafics en augmentant de manière indécente le prix des cigarettes, et on a créé des trafics de contrebande et de contrefaçon qui se surajoutent au trafic. Donc il y a plein de problèmes de ce type-là, et puis le problème de la justice évidemment qui est toujours prégnant et sur lequel il va falloir faire quelque chose à un certain moment si on veut que les Français respectent un peu plus l'État et les règles. Et le problème d'autorité, mais tout ça est dû à ça. Et puis un certain nombre de choses que je voulais mettre, qui fait partie de mon observation pour le coup politique pendant les 5 ans, qui fait que l'État s'est ôté de beaucoup de moyens
de transformer la société, d'agir, parce que il y a beaucoup de contre-pouvoirs qui sont devenus pouvoirs et il faut, à mon avis, switcher là-dessus. Mais ça, je laisse à ceux qui le désirent le plaisir de découvrir ça. Je serais trop long sinon. Dans un passage très personnel, vous racontez vos nuits d'assaut et cette phrase « Je n'ai jamais vu la France plus unie que dans la peur ». Vous pensez qu'on peut retrouver cette unité sans drame? Oui, on en a parlé tout à l'heure, bien sûr, c'est ça qui est porteur, en fait, en réalité. C'est que notre pays est un grand pays. Il s'est pas bâti sur rien, notre pays. Il s'est bâti au fur et à mesure du temps. Il s'est bâti sur des combats. Il s'est bâti sur des valeurs. Il s'est bâti sur un respect qu'il a obtenu dans le monde. La France, c'est pas rien, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Et moi, je suis persuadé, évidemment, que il faut réveiller ce sens-là. C'est le plus difficile en dehors des épreuves que l'on va avoir. C'est-à-dire que dans tous les jours, on doit au moins tenter des choses qui fonctionnent, quoi. Plutôt que d'aller dans le sens pour la population de plus de consumérisme, de plus de confort, mais de confort qui nous est donné par on ne parle que d'impôts, que de lever des impôts, à un certain moment, la valeur et la richesse d'un pays, elle vient du travail aussi. Donc il va falloir peut-être se mettre d'accord là-dessus aussi, quoi. La France est un des pays qui, là on part dans un autre problème, mais la France est un des pays où l'on travaille le moins sur une vie, sur une semaine, sur une journée. Il va falloir qu'on travaille là-dessus, qu'on ose le courage là-dessus aussi. Enfin, Jean-Michel Fauvergue, après tout ce que vous avez vécu, est-ce que vous croyez toujours à la force du collectif et à la grandeur de la France? Oui. Ah oui, beaucoup plus. Mais comparons-nous. Si on a un problème là-dessus, comparons-nous. Regardons autour de nous. Est-ce que... Bon, je ne vais pas dénigrer d'autres pays, mais est-ce qu'on est un pays où on vit mal? Est-ce qu'on est un pays où on... Alors, il y a des personnes qui vivent mal dans notre pays. Est-ce que il n'y aurait pas plus de personnes si la solidarité n'existait pas? La solidarité est organisée dans le pays. On est un des pays les plus généreux. Est-ce qu'on vit mal? Est-ce qu'on est pour l'instant en danger, attaqué? Est-ce que, à part peut-être par les dealers, ça il va falloir régler ce problème-là. Est-ce que voilà, quels sont les... Qu'est-ce qui peut nous dire aujourd'hui que la France est un pays par rapport à d'autres pays qui rien. En fait, la France, ça demeure la France. Et par contre, il suffit de croire en soi, quoi. Il faut croire en son destin. Dans la vie de tous les jours, quand vous avez fait un tas de trucs, moi j'ai fait un tas de trucs. Quand on croit à son destin, eh ben on va de l'avant. Il suffit de croire en la France. Et la France, j'y crois beaucoup, moi. Jean-Michel Fauvergue, merci infiniment pour cet échange. Votre livre « Ni capitulation, ni résignation », publié aux éditions Fayard, est disponible à la vente. Merci infiniment. Merci beaucoup.